Bonjour Olivier Granilic. Bonjour Boker Tov Rudy et Chag Sameach pour les habitants de Jérusalem puisque c'est Shon Purim aujourd'hui. Eh oui, effectivement, on vient de l'évoquer. Alors on va commencer Olivier avec un point de situation au 5e jour de guerre. Oui, avec une nuit, Rudy, particulièrement agitée dans le nord du pays. Plusieurs dizaines de tirs de roquettes ont été signalés depuis le Liban vers la Galilée et la région de Haïfa, obligeant les habitants de passer une bonne partie de la nuit dans les abris. Certaines roquettes ont été interceptées par les systèmes de défense israéliens. D'autres sont tombées dans des zones ouvertes. Une maison a été touchée dans le nord et puis un homme a été légèrement blessé. Et ce matin, les habitants de Jérusalem ont été réveillés par le son des sirènes. Elles ont retenti dans la capitale israélienne. Oui, peu avant 6 heures, les alertes ont en effet été déclenchées. Ici à Jérusalem, aucun blessé n'a été signalé. Selon le commandant du front intérieur, les débris d'interception sont tombés dans la région de Beth Shemesh. Puis au cours de la nuit, sachez quand même que l'Iran a lancé 6 salves de missiles en direction d'Israël, visant à la fois le sud et le nord du pays. Tsahal a lancé un nouveau raid aérien dans la banlieue sud de Beyrouth, le fief du Hezbollah. Oui, avant ces frappes, le porte-parole de l'armée israélienne en arabe la porte-parole plus exactement, avait publié un message d'avertissement demandant aux habitants de 16 villages du sud du Liban d'évacuer leur habitation. Selon l'agence Reuters, une frappe aurait aussi visé un immeuble résidentiel dans la région de Baalbek, dans l'est du Liban, faisant plusieurs morts selon les premières informations. Et puis dans le même temps, l'armée libanaise affirme avoir arrêté 12 membres de l'organisation terroriste Hezbollah à un barrage routier. L'armée israélienne a dévoilé hier soir l'ampleur de la puissance de feu utilisée contre l'Iran depuis le début de cette opération Rugissement du Lion. Et oui, des chiffres Rudy qui donnent une idée de l'intensité de cette campagne militaire. En seulement 4 jours, l'armée de l'air israélienne a largué près de 4000 munitions sur le territoire iranien. Au total, plus de 1600 sorties de combat ont été effectuées par les pilotes israéliens. Un rythme de frappe particulièrement élevé. Selon l'état-major israélien, cette cadence dépasse déjà l'ensemble des munitions utilisées lors de l'opération menée contre l'Iran en juin dernier. Et selon le porte-parole de Tsahal, l'armée israélienne a détruit un complexe nucléaire secret. Il était situé sous terre à Téhéran. Oui, il s'agirait d'un centre appelé Minzadai, où travaillait en secret un groupe de scientifiques impliqués dans le développement d'armes nucléaires. Toujours selon Tsahal, ce site faisait partie d'un dispositif clandestin mis en place par le régime iranien pour poursuivre ses recherches nucléaires à l'abri des frappes. Le commandement du front intérieur en Israël a publié de nouvelles consignes après l'utilisation par l'Iran de missiles à fragmentation. En effet, ces missiles se divisent en plein vol à environ 7000 mètres d'altitude et libèrent une vingtaine de petites charges explosives. Chaque fragment est moins puissant qu'un missile classique, mais leur danger vient de leur dispersion sur une large zone. Selon les autorités israéliennes, chaque sous-munition peut provoquer des dégâts comparables à une roquette de type Qassam. Et puis, autre risque, certaines de ces charges peuvent ne pas exploser immédiatement et rester au sol. Les autorités donc demandent à la population de ne pas sortir des abris avant l'autorisation officielle et surtout de ne jamais toucher les débris des missiles. En cas de découverte, il faut s'éloigner et prévenir immédiatement la police. Israël a évacué face à la situation ses diplomates des Émirats arabes unis. En effet, les représentants israéliens en poste à l'ambassade d'Abu Dhabi et au consulat de Dubaï, ainsi que leurs familles, ont été rapatriés hier à bord d'un vol militaire spécial qui a reçu une autorisation exceptionnelle d'atterrir à l'aéroport Ben Gurion malgré la fermeture de l'espace aérien. L'appareil militaire n'a pris en charge que des cas humanitaires urgents, notamment une femme israélienne de 93 ans et la famille d'une ressortissante décédée récemment aux Émirats. Le rapatriement de milliers de citoyens restés à l'étranger depuis le début de la guerre va
commencer. Oui, c'est ce qu'a annoncé hier Miri Regev, la ministre des Transports, avec un plan baptisé Aile du Lion, un dispositif lancé hier soir donc pour organiser le retour de milliers d'Israéliens restés à l'étranger depuis le début de l'opération militaire. Un premier vol de rapatriement doit décoller d'Israël demain matin. Particularité du dispositif, les avions quitteront Israël complètement vides pour aller récupérer les passagers bloqués à l'étranger. Et puis, dans un premier temps, les appareils devraient atterrir à un rythme de 2 vols par heure à l'aéroport Ben Gurion. Pour l'heure, aucune disposition à partir de l'aéroport Ben Gurion, en tout cas, n'est prévue pour les nombreux touristes bloqués ici, en Israël. Merci à vous, Olivier Granelli, qu'on vous retrouve dans très exactement 25 minutes pour votre revue de presse. Ça sera à 7h30, la revue de la presse israélienne. À tout à l'heure. Alors, on va jeter, comme chaque matin, un coup d'œil sur la météo de ce mercredi 4 mars, donc Shushan Purim, ici à Jérusalem. Aujourd'hui, les températures seront inférieures au normal de saison. Des pluies locales légèrement faibles sont attendues, surtout dans le nord du pays. Puis en fin d'après-midi, elles devraient également atteindre le centre du pays. Les températures prévues aujourd'hui en Israël, jusqu'à 18 degrés. À Haïfa, il fera jusqu'à 18 degrés aussi à Tel Aviv, 13 degrés ici à Jérusalem, il fera jusqu'à 17 degrés à Beersheva et 23 degrés à Eilat. Et nous commençons tout de suite avec un point sur la situation sécuritaire, la situation militaire par rapport, bien entendu, à ce qui se passe en Iran et par rapport aussi à ce qui se passe au Liban. Et nous sommes très heureux d'accueillir le colonel de réserve Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne. Olivier, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Boker Tov. Alors, on va faire un point d'abord des derniers événements de cette nuit. Il y a eu déjà, comme on le disait dans le journal, 6 salves de missiles qui ont été lancées par l'Iran et aussi une situation très tendue à la frontière libanaise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des dernières heures, en tout cas, de cette opération militaire ? Là, je peux vous dire qu'à l'heure où nous parlons exactement, il y a des alertes dans le nord du pays. Le Hezbollah donc attaque et depuis 3 jours est rentré dans la guerre en soutenant l'Iran contre le Liban, l'intérêt libanais, et il attaque la frontière israélienne jusqu'à Haïfa. Hier soir même, il a été plus loin puisque des alertes ont été entendues à Tel Aviv. C'était un missile du Hezbollah qui avait été lancé. Et Tsahal, évidemment, frappe des objectifs du Hezbollah au sud Liban, également à Darkia, dans le quartier sud de Beyrouth. Devant des forces, comme vous le savez, déployées le long de la frontière, mais également des forces à l'intérieur du territoire libanais, quelques centaines de mètres à l'intérieur, pour protéger les villages et les villes israéliens qui sont sous la menace du Hezbollah. Et il est clair que nous n'allons en aucun cas accepter une telle situation de menace permanente, et cette erreur qu'a commise le Hezbollah en attaquant Israël il y a 3 jours maintenant provoque une réaction israélienne et une action qui va être de démanteler et de désarmer le Hezbollah, en tout cas de faire que cette menace n'existe plus. Et il est clair que c'est une situation nouvelle. Au niveau de l'Iran, il y a encore donc des frappes extrêmement importantes contre des objectifs du régime des ayatollahs, que ce soit les gardiens de la révolution, des lanceurs de missiles et tout ce qui est relié à l'appareil de guerre et d'industrie militaire du régime des ayatollahs. Hier, nous avons publié que le centre scientifique de construction de l'arme atomique elle-même à Téhéran, qui s'appelle Mine Zadaï, a été attaqué, a été détruit par l'armée israélienne. C'est une frappe extrêmement importante. Et juste pour conclure très rapidement, depuis le début de la guerre, près de 2000 sorties de nos avions, plus de 4000 munitions, des bombes ont été larguées sur les objectifs, que ce soit Hezbollah ou le régime des ayatollahs.
Et alors nous parlons, Tsahal continue les opérations. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le Hezbollah, puisque le Hezbollah a pris quelques jours avant de rentrer dans cette guerre. Est-ce que Tsahal s'attendait à une participation du groupe terroriste à cette guerre, ou plutôt attendait de voir qu'est-ce qui allait se passer? Vous savez, depuis le 7 octobre 2023, depuis les attaques surprises et l'échec de Tsahal, 7 octobre, nous sommes comment dire, expérimentés. Malheureusement, le prix a été terrible depuis le 7 octobre. Et Tsahal était prêt à toute éventualité. Nous étions donc à toutes les frontières. Et il est clair que les attaques du Hezbollah obligent Israël à réagir. Mais on a pris cette possibilité que le Hezbollah rejoigne l'Iran comme possible. Et donc il n'y a pas de surprise, il y a un développement que nous avons prévu, en tout cas prévu comme possible, et nous y répondons. Vous avez parlé, colonel Rafovitch, de l'ampleur de la puissance du feu qui a été utilisée depuis le début de cette opération. Vous parlez de 4000 munitions qui ont été lâchées sur le territoire iranien, plus de 1600 sorties de combat qui ont été effectuées par les pilotes israéliens. Et pourtant, on a l'impression quand même que les forces iraniennes, l'armée iranienne continuent d'avoir une puissance, et on l'a vu ce matin déjà à Jérusalem et dans le reste du pays, continue à lancer des missiles. Est-ce que vous arrivez à Tsahal à savoir quelle est la stratégie militaire iranienne aujourd'hui? Moi, ça me permettait de remettre un petit peu les choses dans leur contexte. C'est une guerre qui a commencé il y a 4 jours. L'Iran est 75 fois plus grande qu'Israël. C'est un pays de près de 100 millions d'habitants. C'est un pays qui s'est préparé et qui a déclaré depuis sa révolution islamique en 79 qu'il voulait la destruction physique et totale de l'État d'Israël. Donc aujourd'hui, c'est une campagne, une guerre qui est menée contre ce régime de mort, le régime des ayatollahs, et on n'a jamais dit que cette guerre prendrait 4 jours. De plus, c'est une guerre qui est conjointement menée avec nos alliés américains, comme vous le savez, qui eux aussi ont frappé plus de 2000 fois en territoire iranien contre des objectifs du régime. Et il est clair que le régime iranien possède des armes, possède des munitions, possède des caches. Nous savons qu'il y a encore tout ce grave problème du nucléaire militaire iranien qui est enfoui, caché et qui a été fortifié depuis juin 2025 pour justement qu'ils puissent continuer de leur côté à fabriquer cette arme nucléaire. Tout cela réuni fait que nous devons continuer selon un plan très précis, pardon. Et du côté israélien, ici à la maison, nous devons continuer également à ce que le peuple israélien respecte les règles de sécurité, la discipline de sécurité pour éviter d'être pris durant des frappes. Mais lorsque les Iraniens lancent des missiles sur Israël ou sur le Golfe ou des pays du Moyen-Orient en général, c'est une action qui est là parce que l'Iran a beaucoup d'armes encore, beaucoup de munitions et surtout une détermination à ne pas vouloir baisser les bras. Donc cette guerre n'en est pas du tout ici à sa fin. On ne peut pas prévoir, bien sûr, jusqu'à quand elle va durer. C'est compliqué. Excusez-moi, mais c'est assez étonnant de poser ces questions-là aujourd'hui, puisque vous voyez bien que nous sommes attaqués. Le Hezbollah a attaqué Israël. Il est hors de question de laisser de nouveau le nord d'Israël aux mains d'une armée de gangsters qui veulent mettre le Liban à feu et à sang et menacer Israël parce que Téhéran leur a demandé. Il faut le temps qu'il faut, et je vous le dis à vous, je le dis à chaque fois que cette question est posée, Israël n'a pas de chronomètre. En aucun cas, il faut donner l'impression à nos ennemis qu'Israël ne peut pas ou n'a pas le temps de faire. Donc il faut être dans une extrême puissance, tranquille évidemment, Oui. rester dans l'humilité. Laissez-moi juste terminer.
et ne pas donner à l'ennemi l'impression qu'Israël est pressé. Alors, Israël n'est pas pressé, mais il y a quand même une question de résilience qui se pose par rapport à la population. Et là aussi, il va falloir quand même que la population s'habitue et soit forte par rapport à cette situation. Mais la population israélienne est forte, on voit bien ce qui se passe. Et les Israéliens comprennent que cette guerre est une guerre existentielle. C'est une guerre existentielle, Olivier. C'est pas du tout une campagne qui se fait parce que Israël a décidé de partir en campagne contre la République islamique d'Iran. On a un pays qui fait près de 100 millions d'habitants, qui fait tout pour obtenir l'arme nucléaire, la bombe atomique, et l'utiliser contre Israël, avec des lanceurs. On ne peut pas se permettre d'attendre que ça se fasse et qu'ensuite nous réagissions. C'est hors de question. Mhm. Nous sommes dans une situation de guerre existentielle. Certains disent, et je le dis aussi peut-être, d'amplitude biblique pour le peuple juif. Et nous devons être forts, être résilients. Et je pense que les Israéliens, les Israéliennes, les enfants, malgré la dureté, malgré la difficulté, malgré la fatigue, comprennent que c'est une guerre qui est obligatoire à être menée et surtout à ce que les objectifs soient atteints. Un dernier mot, Olivier Rafovitch, et concernant les missiles à fragmentation. On a vu qu'ils avaient été utilisés déjà par l'Iran. Est-ce ces missiles sont plus dangereux que les autres qui sont lancés par le régime iranien? Tout missile est dangereux, toute bombe est dangereuse. Mais ces missiles-là en particulier, lorsqu'ils sont très hauts dans le ciel, explosent. En tout cas, la tête explose ou s'ouvre, si vous voulez, et plus de 20 mini-bombes sont éparpillées sur un rayon de 8 km, ce qui fait que l'arme est beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus, potentiel de dégâts et évidemment de blessures et de morts. Donc, évidemment que ça renforce le fait que les Israéliens doivent absolument écouter les consignes de sécurité de la défense civile, de Pikoud HaOref en hébreu, et d'aller se réfugier dans des shelters, dans des abris, selon les consignes, et attendre la fin de l'alerte et la libération de l'abri pour sortir. Parce que ces bombes sont très dangereuses, Très bien. et le but des Iraniens est de tuer des civils israéliens. Très bien, Ne merci. l'oublions pas. Merci beaucoup, colonel Rafovitch, Olivier Rafovitch, pour ces explications. Merci d'avoir été ce matin avec nous. Merci à vous. Et nous sommes à présent avec Irbod Degani Hazar, maître Irbod Degani Hazar depuis Paris, je suppose. Bonjour, maître. Bonjour, je suis bien à Paris. Merci de votre invitation. Alors, avec vous, on va parler bien sûr d'une initiative que vous avez prise avec une équipe de juristes. Vous travaillez déjà depuis plusieurs années à la création d'une cour pénale internationale. On va en parler dans quelques instants, mais avant d'en parler, est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été votre réaction lorsque samedi vous avez vu le début de l'opération commune entre Israël et les États-Unis contre l'Iran ? Je pense que comme beaucoup d'Iraniens à l'extérieur, moi je suis français et iranien, j'ai été en même temps en demande de cette intervention et en même temps très inquiet pour les civils. Là où vraiment les émotions ont été intenses, c'est quand on a eu la confirmation de l'élimination de Khomeini. Alors oui, j'espérais un jour pouvoir le juger, mais je pense que cette manière-là est aussi une manière de rendre justice et qu'aujourd'hui on peut passer à autre chose. Est-ce que vous êtes en contact avec des Iraniens qui sont sur place à Téhéran ou dans d'autres villes? Est-ce que vous savez ce qui se passe? On parle, on a vu le Premier ministre Benjamin Netanyahu, aussi le président américain, demander justement à la rue iranienne de prendre à présent le relais, en tout cas de prendre le relais après que les opérations militaires soient terminées. Est-ce que vous entendez des choses qui vont dans cette direction? Alors on a très peu de contacts, on a eu des contacts jusqu'au premier jour d'intervention et puis après il y a que sur par exemple Instagram qu'on peut avoir des contacts à l'écrit. On a très peu de contacts, on a quelques vidéos qui sortent qui sporadiquement montrent des rassemblements. Et il y a eu juste le premier soir après la confirmation de l'élimination donc de Khomeini et d'un certain nombre de dirigeants.
beaucoup de scènes de liesse et immédiatement les forces répressives sont sorties et ont commencé à tuer notamment des gens dans la rue, à tirer dessus. Donc je pense qu'on est dans un cadre où il est très difficile pour des civils de se retrouver face à des personnes armées dont, alors même qu'un pays extérieur entre en conflit armé, donc une guerre conventionnelle, leur première préoccupation c'est d'aller tirer sur leurs propres concitoyens. Donc c'est une population très courageuse qui a été souvent dans la rue, y compris après les massacres des 8 et 9 janvier, puisqu'on a bien vu que les universités ont recommencé à faire des manifestations et des rassemblements. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'entre les bombes et les forces répressives qui font des blocages, qui font dans les rues, qui font des contrôles et qui tirent à tout va, je pense qu'il est très difficile de précipiter les choses. Alors, j'ai dit, vous êtes avocat franco-iranien, vous êtes à Paris et vous travaillez déjà avec un autre groupe de juristes. Vous travaillez déjà depuis plusieurs années à la création d'une cour pénale internationale. Vous en avez parlé que vous vouliez juger, vous auriez voulu juger Khamenei. Ça se fera pas. Mais en tout cas, parlez-nous de cette initiative d'une cour pénale internationale pour juger justement les auteurs d'exécutions de crimes contre l'humanité qui ont été faits par ces responsables iraniens. Alors, on ne pourra pas juger lui de son vivant, mais on peut juger ses actes. Et on peut juger toujours les actes de ce régime depuis maintenant 47 ans. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on travaille depuis un certain nombre d'années. On a lancé d'ailleurs un site internet pour pouvoir aider les gens à nous communiquer les informations, pour recueillir les preuves, parce qu'un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive, il y aura une juridiction internationale ou une juridiction de transition qui devra reconnaître ces crimes et qui devra les juger pour rendre justice à la population civile qui en a été les premières victimes. Donc ça, c'est le premier point. Je reviens juste sur la phrase d'avant, l'échange qu'on a eu. Je pense vraiment que la population iranienne va aller dans la rue. Et je pense vraiment qu'elle l'a toujours fait, elle le fait depuis 47 ans. Et je pense sincèrement que le temps va arriver. Mais il ne faut pas croire juste, ou je ne sais pas comment le dire pour être très clair, moi je suis pas en Iran là aujourd'hui, mais j'ai vécu puisque je suis arrivé en France alors que la guerre Iran-Irak avait commencé. Et le contexte, et je pense que vous le savez, mais le contexte de rassemblement, quand il n'y a pas de réseau, quand il n'y a pas d'éléments de communication entre les personnes, est très difficile. Et vraiment, s'il y a une demande à faire, c'est d'essayer d'aider la population à se reconnecter. En Iran, les gens sont connectés et ils s'organisent assez facilement à partir du moment où il y a beaucoup de liens de connexion. Et la première demande à faire est vraiment, c'est urgent. Si on veut aider les Iraniens à reprendre la main et à donc pouvoir s'organiser, il faut déjà leur redonner les moyens de communication, et ça commence par Internet. Alors, on va revenir sur cette initiative, cette Cour pénale internationale. Pourquoi ? Alors, excusez-moi, je reviens dessus. Oui, vous m'aviez posé, mais je voulais absolument terminer sur l'autre. Ouais. Alors, nous recueillons... alors, il y a plusieurs axes, en réalité. Les crimes sont documentés maintenant, et depuis nombreuses années par différentes organisations. On a aussi porté la création d'un crime d'apartheid sexuel parce que systématiquement, dans le cadre de la constitution iranienne, il y a des éléments, mais c'est pas le seul cas. L'Afghanistan aussi, on peut imaginer. Et on travaille à donc documenter tout ça, à créer des dossiers, à faire une action par des conférences, du lobbying et tout ce qu'on peut pour pouvoir créer soit une extension d'une juridiction internationale, mais l'Iran n'ayant pas signé aujourd'hui, ratifié les traités de Rome, on ne peut pas imaginer très facilement qu'on pourrait attraire les responsables. Vous voyez, j'ai dit l'Iran, j'aurais dû dire la République islamique en Iran, les responsables devant cette juridiction, mais on a dans l'histoire des cas spécifiques de création de juridictions ad hoc pour des exactions et des massacres de masse, de tueries de masse, ne serait-ce que si je prends sur les 2 jours du 8 et 9 janvier, et je regarde, on peut qualifier de nombreux crimes. Alors, depuis toujours, on a les tortures, les crimes contre l'humanité par des pendaisons abusives, l'absence de droit à la défense.
On a cette fois-ci des armes de guerre qui sont utilisées avec des agents étrangers qui sont sur le territoire tirés avec des armes létales, donc des armes de guerre, des crimes de guerre contre une population d'une manière sans aucune discrimination, sans aucun discernement, excusez-moi, il y a un peu tôt encore pour être très précis, sans aucun discernement. On peut qualifier, si vous voulez, un certain nombre de crimes depuis très longtemps, et ne serait-ce que si on prenait que la dernière séquence, on aurait de quoi faire largement. Alors, on peut imaginer, comme on a dit, que la rue va se réveiller, que le pouvoir va être renversé. Pourquoi, d'après vous, voilà, ma question, ça serait, est-ce que c'est pas en fait au pouvoir qui va venir en place d'assurer ce procès, cette cour pénale, cette cour pénale contre justement ceux qui ont commis ces crimes du régime des ayatollahs? Je pense que si, ça peut être tout à fait dans le cadre d'une transition aussi un support qu'on pourra donner avec plaisir à ce régime, avec plaisir d'ailleurs, mais oui, je pense que ça fait d'ailleurs la vocation immédiate, ça va être celle-là, c'est de rendre justice, parce que les gens attendent cette justice. Imaginez qu'aujourd'hui, vous avez j'ose même pas dire un chiffre, tellement il peut paraître exagéré si je le dis, et comme j'ai pas envie d'être dans le sans-sas, mais d'essayer d'être précis, on a un minimum plusieurs dizaines de milliers de personnes encore disparues. Donc rien que ça, c'est qualifiable, si vous voulez. Mm-hmm. Et ces personnes-là, à un moment donné, on va les retrouver, et il faudra, en plus des autres, continuer ce travail de recueil, continuer. Les outils qu'on a créés vont servir. Nous, on n'en demande rien. Ça a été fait avec un partenaire en France qui nous a très gentiment développé un outil qui existait pour les commissaires de justice, qui permet, sur la base d'une photo qui nous est envoyée, d'une vidéo ou même d'un texte, de le géolocaliser et de le redater précisément. Cet outil existe, il sera à la disposition. Ouais. Maintenant, je l'espère sincèrement du fond de mon cœur que ce sera à la disposition des Iraniens, une initiative iranienne dans le cadre d'une transition. Ouais. Mais on a fait l'outil et on essaiera de l'utiliser au mieux. Aujourd'hui, on pousse plutôt l'Organisation des Nations Unies ou les différents organismes qu'on peut essayer de saisir pour nous aider à créer quelque chose ad hoc, mais avec grand plaisir pour le donner à la disposition d'un état de transition. On peut, pour terminer, essayer de faire un parallèle peut-être entre ce que vous voulez faire et ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale avec le procès de Nuremberg. Ça nous a complètement inspiré, bien sûr. Bien sûr, ça nous a vraiment inspiré et on essaye de faire. Et je pense que c'est nécessaire pour la reconstruction d'avoir une reconnaissance des victimes. Très bien, en tout cas, ce site existe déjà et donc vous avez déjà recueilli les premiers témoignages ? Oui, on a SmartProof qui nous a donc dédié un lien particulier pour le site Nowruz, qui est donc nowruz.org, qui est notre site internet à nous et notre association. Et alors, il est sorti vraiment au moment des post-8 janvier, donc on y travaille depuis longtemps, mais il est sorti à ce moment-là. D'accord. Donc les connexions sont très 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 limitées aujourd'hui, parce que la connexion en Iran n'est pas permise. Mm-hmm. Mais on espère qu'on avait déjà, d'une manière beaucoup plus artisanale, recueilli un certain nombre de preuves. Puis on travaille avec d'autres associations, des associations qui ont plutôt pris le soin des pendaisons, par exemple. Mm-hmm. C'est Ensemble contre la peine de mort qui est partenaire de notre association. Il y a une fondation qui existe depuis les années 90, début des années 90, qui a déjà commencé à faire. Nous, on s'est vraiment concentré sur la période Femmes, Vie, Liberté, et on continue depuis cette période. Très bien, merci beaucoup Maître Herbod Degani Azar pour ces explications et bonne continuation dans votre initiative. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Studio Kalita. On va parler à présent de la situation plus particulièrement des francophones qui habitent ici, et puis aussi ceux qui sont bloqués en Israël. Et nous sommes très heureux d'être avec le consul général de France à Tel Aviv. Bonjour, monsieur le consul.
Bonjour, très heureux de vous retrouver ce matin. Mathieu Clouvel-Gervaisseau, merci d'être avec nous pour faire un peu un point de la situation concernant justement la situation des francophones, des Français qui sont en Israël, ceux qui sont bloqués, puis aussi ce que fait le consul depuis le début de cette opération. Ma première question, monsieur le consul, est-ce que cette opération vous a surpris et de quelle manière vous avez réagi, vous et votre équipe, tout de suite après l'opération de ce samedi? Oui et non. On se prépare depuis déjà début décembre à un éventuel épisode de conflit avec l'Iran sous tous ses aspects, chaque semaine, jour après jour. Donc on était prêts et mobilisés. On sentait bien la montée en puissance du dispositif américain et la détermination américaine et israélienne à y aller. Après, sur le calendrier en tant que tel, on ne le maîtrisait pas, on n'en était pas informé. Donc il a pu nous prendre de court. Pour la communauté, les messages étaient cependant déjà très très clairs, à la fois pour les Français résidents, nous tous qui résidons en Israël. Depuis début janvier, on avait préparé nos abris, nos mamades, nos familles, nos proches, et on le savait. Et on disait sans cesse, via les fiches conseils aux voyageurs, aux Français de passage, c'est pas le bon moment pour venir en Israël, pas le bon moment pour faire venir les amis et les familles. Attendez un peu. Alors comment le consulat a réagi face à cette situation? Quelles ont été les premières dispositions que vous avez prises? C'est déjà un travail collectif de longue qui se fait. Nous, on travaille 24/24. On est une équipe ici au Consulat général de France à Tel Aviv, bien entendu sous l'égide de l'ambassadeur Frédéric Journès. On travaille en réseau avec tous nos correspondants sur place, nos chefs d'îlot, nos consuls honoraires, nos élus locaux, la députée Caroline Yadan et bien entendu nos collègues à Jérusalem, Nicolas Cassadines. Toutes ces équipes, on est mobilisés et on communique sans cesse pour s'occuper de nos Français résidents et les Français de passage. On a quelque part deux communautés dans notre communauté. Une à Guéry, qui m'a malheureusement depuis 2 ans et demi, même si cet épisode est assez complexe, difficile et douloureux. Les Français résidents, on avait préparé nos abris, on avait préparé nos réserves, on connaît les sirènes, on est très attentif, on fait attention. Et ça, on rappelle les consignes. Première consigne, on suit ce que nous disent les autorités israéliennes, on va aux abris, on reste aux abris. La plupart des personnes qui étaient dans les abris, même quand un missile est tombé dessus, ont été sains et saufs et non blessés. Moi, j'ai connu une famille française, tout a été détruit très près d'ici, autour d'elle. Ça a pris feu et eux-mêmes étaient pendant une demi-heure dans leur abri et ils sont sortis sans aucune blessure. Donc c'est la première consigne. On va bien dans les abris jusqu'au bout, même quand on n'en peut plus au milieu de la nuit, et on y reste tant que les autorités israéliennes ne nous laissent pas sortir. Alors, lors de... Si vous permettez, la deuxième consigne, c'est on évite tous les déplacements non essentiels dans cette période-là et on prend soin de soi. Et ensuite, on pourra y revenir, c'est pour les Français justement de passage. Alors justement, je voulais parler de ça puisque on sait qu'il y a des Français qui sont de passage ici. On a parlé hier avec Jérémy Houry, qui est le directeur général des éclaireuses et éclaireurs israélites de France, qui est avec un groupe ici de 130 jeunes et qui est bloqué à Jérusalem. Lors de la dernière opération militaire au mois de juin, vous avez mis très rapidement en place un système de rapatriement pour les Français qui étaient de passage ou même pour les Français qui habitaient ici. Pour le moment, est-ce que c'est quelque chose qui est prévu? Il faut bien prendre soin, en effet, de ce qu'on appelle ces Français de passage, même s'ils n'auraient pas dû être là. Et moi, j'ai essayé de le redire, à tous nos groupes, en fin de semaine dernière, n'attendez pas, partez. On sentait la pression monter. Déjà, il faut les rassurer, qu'ils suivent bien les consignes, et encore plus leur expliquer quand on les connaît, comment il faut réagir, ce qu'il faut faire, quel timing à bien respecter. Ça, c'est la première chose. Nous, tout de suite, donc dès samedi matin, ce qu'on a essayé de voir avec l'ambassadeur Frédéric Journès et les autorités françaises, c'est est-ce que les autorités israéliennes
pouvait autoriser à court terme des vols militaires et des avions militaires qui atterriraient pour prendre certains groupes ou les Français les plus en difficulté, les plus fragiles. Malheureusement, jusque-là, pour des raisons de sécurité, ils interdisent tous les vols d'évacuation, y compris les vols militaires. Donc cette piste s'est assez rapidement fermée. On a eu un peu d'espoir à un moment et elle ne peut pas rouvrir pour l'instant. Du coup, l'espace aérien est fermé, donc pas de vol civil, pas de vol militaire. Les seules voies de sortie, c'est soit vers la Jordanie, soit vers l'Égypte. Ce que beaucoup de Français privilégient et ce qu'on recommande également pour ceux qui doivent partir, c'est la sortie vers Taba ou vers Sharm el-Sheikh. Et il y a en effet un dispositif qui est en train de se mettre en place de deux sortes. Tout d'abord, en ce qui concerne tous ceux qui le peuvent, ils prennent des vols soit de Taba, il y a une nouvelle compagnie qui ouvre de nouvelles lignes, soit de Sharm el-Sheikh. Ils se rendent par le propre moyen, on y reviendra, jusqu'à Eilat. À Eilat, du côté de la frontière israélienne, on a une équipe de l'ambassade, du consulat général et notre consul honoraire qui sont là sur place pour les accueillir et les guider pour passer du côté israélien. Et de l'autre côté, vous avez une équipe de l'ambassade au Caire et du consulat général au Caire qui est là pour les accueillir avec des bus pour les amener soit vers l'aéroport de Taba de façon sécurisée. Il y a pas mal de groupes, notamment le groupe des éclaireurs a trouvé une solution et est en train de mettre en place un avion et on les accompagne minute par minute en temps direct et on les aide. On a un attachement et j'ai un attachement très 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 fleur pour les EI. J'en ai plusieurs dans mes équipes et j'adore bâtir des projets avec eux. On fait attention à ces jeunes comme la prunelle de nos yeux. Beaucoup d'autres groupes ou de personnes à titre individuel choisissent cette solution-là pour partir et je la recommande, c'est sécurisé. Ce que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, vient d'annoncer juste à l'instant, c'est que pour la plupart des pays de la région, on essaye de trouver, quand c'est possible, des solutions pour faire partir les cas les plus graves sur le plan médical ou les personnes qui sont en grave difficulté sur le plan de la santé. Donc il y a on travaille déjà avec le centre de crise du Quai d'Orsay sur la possibilité d'un vol là dans les jours prochains d'environ 200 personnes qui permettrait de faire partir les personnes les plus fragiles sur le plan médical dans notre communauté des Français de passage. Mais un vol qui partirait de Tel Aviv, donc il faut attendre quand même la réouverture de l'aéroport de Ben Gurion. J'aurais dû le préciser, aucun vol ne peut partir de Tel Aviv, on n'a pas de perspective pour l'instant, donc il partirait sans doute d'Égypte et sans doute de Sharm el-Sheikh, c'est en voie de confirmation. D'accord, donc Cathy, vous voulez passer ? Non, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages où on conseille aux gens de partir. Il y a des agences de voyage en France qui essaient bien évidemment de faire, on va dire, de faire activer les choses. Maintenant, il faut être clair et on préfère vous poser la question. Certains conseillent de rejoindre Tel Aviv en voiture avec des navettes qui seraient organisées pour aller justement en direction de Taba et de prendre des vols. Vous avez parlé de compagnies qui avaient ouvert de nouveaux vols et de prendre des vols donc à l'international. On connaît le nom de ces compagnies ou pas vraiment ? Alors, d'abord, il y a la question de comment se rendre là-bas. C'est la meilleure voie de sortie actuellement. La voiture. L'espace aérien Égypte est bon. Et donc, Taba, Sharm el-Sheikh, on aura des équipes et des bus des deux côtés, enfin du côté égyptien. On pourra bien sécuriser, bien rassurer. Et c'est important de le dire à l'ensemble de nos compatriotes. Pour se rendre à Eilat, il faut suivre nos consignes et surtout les consignes des autorités israéliennes. Éviter les convois. Éviter les gros bus, il faut partir plutôt par des petits taxis privés, par des petits bus, parce que c'est plus sécurisé et que c'est moins des cibles de drones ou de missiles, c'est ce que nous disent les autorités israéliennes et on est sur cette position-là. Prendre des avions, donc se rendre à Eilat, le plus simple c'est d'organiser, on a sur notre site internet, on a tout mis, toutes les taxis, bus publics ou via les guettes, etc., tout ce qui est mis en place. Moi, en tant qu'agent de l'État et consul général, j'ai pas recommandé une compagnie privée plutôt qu'une autre. C'est pas dans mes fonctions et dans mon rôle. L'idée, c'est de savoir si les gens font le déplacement jusqu'à Eilat puis Taba, est-ce qu'il y aura vraiment des vols, quoi. Parce que c'est... Mon conseil, c'est d'abord vous réservez votre vol. Ouais, c'est ça. Avec un agent de voyage. La veille, vous partez très tôt le matin pour passer tranquillement le poste frontière, ou vous dormez pour ceux qui le peuvent à Taba ou à Sharm el-Sheikh la veille, et sinon vous dormez à Eilat.
et vous prenez bien votre temps pour passer le poste frontière, et la veille, vous allez à Eilat, vous dormez le cas échéant à Eilat, si c'est pas Sharm el-Sheikh ou Taba, et vous descendez là-bas par taxi privé ou par petit bus privé. Monsieur le consul, Voilà j'ai encore une question. On a vu on sait en tout cas, on l'a pas vu, mais on sait qu'il y a eu des impacts, particulièrement à Tel Aviv, avec des bâtiments, des maisons qui ont été endommagés. Est-ce que vous avez entendu qu'il y avait peut-être des Français ou des Français qui résident ici, qui ont été touchés par ces impacts? Oui, clairement. À ce stade, aucun Français blessé ou décédé ne nous a été relaté. On suit chaque fois qu'il y a un impact par différents capteurs et canaux, on s'assure qu'il n'y ait pas de victimes françaises. Espérons que ça dure le plus longtemps comme ça avait été le cas en juin. Pour autant, il y a plusieurs familles qui ont eu leur logement entièrement détruit. On est en contact avec elles. Je respecte bien entendu leur confidentialité et leur vie privée, mais nous, on leur assure aide financière d'urgence s'ils ont besoin de refaire leurs papiers, de sortir, aide consulaire et aide psychologique. Donc, il y a eu plusieurs familles de ce type. Voilà, je crois que vous avez une alerte. Une alerte. Donc, on va vous laisser, monsieur le consul. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Juste un dernier mot. Pour avoir tous les renseignements, il faut aller sur le site de l'ambassade. Sur le site du consulat. Exactement cela. Peut-être 2 derniers messages. Le premier message, c'est restons solidaires et fraternels dans la communauté. Beaucoup d'associations nous aident à trouver des logements pour les Français de passage qui en ont besoin, et je les remercie. Merci pour tous ceux qui font cela. Pour ceux qui ont un besoin d'un certificat médical, d'un traitement, notre médecin conseil, c'est sur notre site internet, peut les aider. Sur l'ambassade, le site de l'ambassade. Hein. Et le dernier point, sur notre site internet et nos réseaux sociaux, on les met à jour plusieurs fois. En fil continu, on essaie de mettre le maximum d'informations, de conseils et de recommandations. Très bien, merci beaucoup, monsieur le consul, et à très bientôt sur Studio Qualita. À très bientôt, merci à vous. Au revoir. Alors, on va parler économie maintenant, un peu de savoir ce qui se passe dans le pays au niveau économique, Cathy. Et oui, comme chaque semaine, on a le plaisir de retrouver le docteur Daniel Guggenheim qui va nous parler forcément des conséquences économiques de cette nouvelle guerre. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour, joyeux Pourim. Eh ben, joyeux Pourim, voilà. Alors, est-ce qu'on peut, malgré les déguisements, malgré la fête et le vin, parler un peu d'économie? Je crois que la bourse de Tel Aviv également est un peu ivre de son succès, qui ne se dément pas. On ne peut rien vous cacher. En fait, je pense que la bourse de Tel Aviv entrevoit que la semaine prochaine, je reviendrai au studio de Qualita. Elle est euphorique. En fait, on a dans la presse israélienne, on dit en hébreu Ida Nazar, que la bourse israélienne ces 2 derniers jours anticipe l'heure de l'or. C'est-à-dire qu'ils voient déjà ce qui se passe après. D'abord, ils anticipent, comme je l'ai dit, quelque chose qui ne va pas durer longtemps, quelque chose qui, du point de vue de l'économie, sera limité, et surtout, ils voient les perspectives après, c'est-à-dire que des perspectives même de la paix dans la région, une baisse de la prime de sécurité pour Israël. Et si vous avez commencé effectivement par la bourse, je voudrais dire que là, je vois en 2 jours, les indices phares ont fait du 10% à peu près, et ont même dépassé les baisses qu'il y avait eu avant la guerre, parce que dans la semaine dernière, ça avait un peu flotté, étant donné qu'il y avait l'incertitude. L'incertitude, c'est toujours mauvais pour les marchés financiers. Maintenant, quelque chose de très important, à part la bourse, c'est les devises. Hier, j'ai vu pour la première fois l'euro depuis très longtemps est passé en dessous de 3,60 shekels. Parce qu'il y a eu un effet de tenaille. D'abord, l'euro a baissé par rapport au dollar, parce que pendant les moments de gravité, de guerre qu'on a, souvent le dollar est considéré comme valeur refuge. Surtout là, c'est que c'est les Américains qui ont attaqué. Et deuxièmement, le shekel a remonté ce qu'il avait perdu la semaine dernière. Et nous avons un dollar autour de 3,10, alors qu'il montrait même jusqu'à 3,15 à la fin de la semaine dernière.
Et comme je l'ai dit, surtout un euro au-dessous de 3,60. D'ailleurs, j'ai eu des questions déjà la semaine dernière, des gens qui me disaient que qu'est-ce qu'ils devaient faire dans leur euro. Je dis, comme je dis souvent à Kalita, on ne spécule pas sur les devises. On ne peut pas savoir ce qui peut se passer à l'avenir, mais surtout quand on vit en Israël ou qu'on a l'intention d'y venir, et surtout que le shekel est beaucoup plus rentable que l'euro et a des meilleures perspectives économiques, je conseille toujours de mettre en shekel et de ne pas garder les euros. Et je l'avais fait dès cet été et pour une fois, la réalité m'a donné raison. Maintenant, ce que je voudrais dire aussi d'important, c'est que la presse a parlé, comme vous avez parlé, la bourse, mais il y a aussi l'économie derrière. Qu'est-ce qui s'est passé les premiers jours depuis Shabbat, depuis la guerre, point de vue des achats des Israéliens? Ce qu'on a remarqué, et c'est tout à fait normal, une baisse de 50% d'achats qui sont pas urgents comme l'habillement ou tout le reste, et au contraire une augmentation plus ou moins de 45%, point de vue de tout ce qui est alimentation ou bien dans les chaînes commerciales. C'est normal que... Daniel, on avait dit ensemble la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je crois, que les Israéliens s'étaient disciplinés, ne s'étaient pas rués dans les supermarchés, etc. Là, je crois que finalement, la nature a repris le dessus et les rayons de nombreux supermarchés ont été dévalisés. Oui, parce que toujours cette incertitude. Moi, enfin, je sais, effectivement, des fois, la presse en a parlé, mais je ne sais pas si c'est partout. Moi, je vois, dans mon quartier, je vois qu'il manque de rien. Le ministère de l'économie a fait des appels justement à ce sujet en disant Israéliens, c'est pas la peine d'emmagasiner des choses, il y a tout. Et en fait, parce que les Israéliens ne savaient pas, c'est normal au début, comment serait la situation il y a eu malheureusement des morts, mais je veux dire, ça permet en tout cas au niveau du quartier, de pouvoir faire des courses. Donc je pense que après ça s'est calmé. Et qu'ils avaient, donc c'est quelque chose qui est qui est balancé. C'est pas, je sais pas s'il y a eu la ruée comme il y avait eu il y a quelques 6 mois ou des choses comme ça. Du point de vue des chiffres, oui. Donc ce n'est pas partout. Ok. Oui. Maintenant, ce que je voulais dire très important, c'est le point de vue de ce que ça va coûter à l'économie. Les chiffres, à l'heure actuelle, je parle de coûts directs, c'est-à-dire, bien entendu, vous avez entendu, tout le monde a entendu les avions, et vous pensez bien à les réservistes et compagnies qui sont, tout ce qui est directement d'armée, on parle de 20 à 25 milliards de shekels. Ça, c'est point de vue militaire. Point de vue de la production, puisque, à part le secteur, ce qu'on appelle les Bechiouni, c'est-à-dire qui est obligé d'aller travailler, tout le reste marche au ralenti ou ne marche pas du tout. Dans la dernière guerre, il y a 8 mois, on avait constaté 800 millions de shekels de perte de production du PIB par jour. Et donc, c'est à peu près, donc il faut compter 1 milliard aussi de pertes comme ça par jour. Maintenant, il y a autre chose aussi. Je pense que c'est important, je ne sais pas si tous nos auditeurs l'ont entendu. Il y a malheureusement des gens qui ont tout perdu, c'est-à-dire que leur maison a été détruite, ou bien même une partie seulement. Immédiatement, l'État a décidé 2 choses. D'abord, c'est les impôts qui l'ont dit. Tout celui qui veut faire une demande jusqu'à 30 000 shekels, il ne s'agit pas donc de l'appartement qui est détruit, mais des demandes pour l'intérieur de la maison ou bien même un petit peu pour l'extérieur, jusqu'à 30 000 shekels, ils seront immédiatement remboursés et sans avoir besoin d'un expert qui soit allé voir. Parce que, donc ça c'est bien, c'est ce qu'on appelle en hébreu Masoul Amaïr. Donc ça c'est important de savoir pour les gens. Une deuxième chose qu'ils ont dit, que les gens qui ont tout perdu, c'est-à-dire que leur maison a été détruite, ils ont à peu près 2000 shekels par famille, je crois 500 shekels par personne. Et à part ça, ils sont logés dans des hôtels parce que c'est des gens qui ont, bien entendu, qui se trouvent devant une situation économique très, très grave. Et immédiatement, le gouvernement a voulu leur donner quelque chose pour qu'ils puissent ne pas être trop inquiets. C'est plutôt une réaction rapide et plus généreuse. Apparemment, je crois que Bezalel Smotrich a fait une annonce en disant qu'il n'y aurait pas, en tout cas, de limite, ou en tout cas, ce sera différent des indemnisations précédentes. Merci Daniel pour ces précisions. Oui.
Très intéressant. Je peux rajouter une phrase parce que vous m'avez tenté là. Bien sûr. Point de vue de Smotrich, qu'il a dit. Les indépendants, les entreprises lui ont demandé de faire la même chose, et c'est près d'ailleurs de ce qu'il y avait il y a 8 mois, point de vue de dédommagement. Et le ministère des Finances ne veut pas le faire parce qu'ils ne savent pas combien de jours va durer. Et à mon avis, ils ont des indications, je voudrais quand même donner de l'espoir, que c'est beaucoup moins long que ce qu'on entend de Trump sur des semaines. Oui, parce que Trump parle de 4 semaines encore de guerre, ce qui ferait que ça irait jusqu'à Pessah, mais c'est pas évident. On espère que ce sera beaucoup plus court, en tout cas pour ceux qui sont contraints d'aller dans les Miklat et tous ceux qui vivent en Israël. Donc on espère franchement pour nous tous que ce sera beaucoup plus rapide. Merci beaucoup Daniel Guggenheim d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, et encore une fois, Shayu Purim à vous, à toute l'équipe, et bien sûr à Kalita et à tous les auditeurs. Merci Daniel. Au revoir. Merci Daniel, à bientôt, à la semaine prochaine. Voilà, c'était important de faire un point, Olivier, sur sur notre économie qui décidément se porte bien. Très bien, merci Cathy. Et on débute avec le Israël Hayom qui reprend Olivier Granilic ce matin en première page des déclarations de Donald Trump. Et si nous n'avions pas agi, une guerre nucléaire aurait pu éclater. C'est le titre à la une de ce matin du Israël Hayom qui, comme vous l'avez dit, reprend les déclarations du président américain Donald Trump qui affirme que l'intervention militaire contre l'Iran était inévitable. Selon lui, sans cette opération, le monde serait dirigé vers une confrontation nucléaire. Donald Trump rejette aussi l'idée selon laquelle Benjamin Netanyahu aurait poussé Washington à attaquer. Au contraire, affirme-t-il, c'est lui qui a convaincu Israël qu'il fallait agir. Un commentateur du Yediot écrit ce matin qu'à ce stade, rien n'indique un effondrement du régime iranien. Oui, selon Avi Israelov, qui est éditorialiste au Yediot Achronot et auteur de la série Fauda, l'Iran et le Hezbollah semblent avoir adopté une stratégie claire, survivre à la guerre. Logique déjà utilisée, dit-il, par le Hamas à Gaza. L'idée serait donc de mener une guerre d'usure, de ne pas utiliser tout leur arsenal, mais maintenir une pression régulière sur Israël avec des tirs de missiles, de roquettes ou de drones, suffisant, explique-t-il, pour montrer qu'ils tiennent toujours et qu'ils restent capables de frapper. Pour lui, rappelle-t-il également que malgré le succès militaire israélien et américain, la chute du régime iranien reste pour l'instant très hypothétique. Alors, ce qui n'est pas l'avis de la chaîne i24 News qui apporte, elle, des preuves des premiers effondrements du régime des ayatollahs. Oui, tout à fait, avec un témoignage d'un officier de l'armée iranienne qui a été diffusé donc hier sur la chaîne de la télévision, et un officier qui a fait défection et qui affirme que le régime montre des signes de fragilité. Dans une vidéo diffusée donc par la chaîne, on le voit même brûler un portrait d'Ali Khamenei. Il appelle aussi les soldats de l'armée iranienne et la population à rejoindre ce qu'il décrit comme un mouvement de libération nationale. Des témoignages rares, souligne la chaîne, car le régime iranien a fortement restreint l'accès à Internet et tente d'empêcher la diffusion d'images ou de messages venant de l'intérieur du pays. En tout cas, certains commentateurs de la presse israélienne tentent déjà d'imaginer ce que pourrait être le jour d'après en Iran. Oui, selon le Maariv, Washington mène actuellement des contacts avec plusieurs groupes minoritaires en Iran et dans la région. Des discussions qui seraient donc en cours avec des dirigeants kurdes dans le nord de l'Iran et de l'Irak, c'est avec des milices Balt-Bouch dans le sud-est du pays. L'objectif serait donc de préparer le terrain à un possible basculement politique après l'affaiblissement du régime, notamment après les frappes contre les gardiens de la révolution. Et ce matin, plusieurs quotidiens reviennent sur la question de la succession d'Ali Khamenei, éliminé par Israël au premier jour donc, de cette guerre. Selon la chaîne Iran International, le Conseil des experts aurait choisi Mojtaba Khamenei, le fils d'Ali Khamenei, pour lui succéder à la tête de la République islamique. Khamenei, donc considéré comme un ultra-conservateur, le fils de Ali Khamenei est considéré comme un ultra-conservateur et un proche des milieux
ceux les plus radicaux du régime. Alors si cette information se confirmait, elle pourrait compliquer toute perspective d'accord avec les États-Unis et prolonger donc le conflit. Mais pour l'instant, l'information reste incertaine, explique le Maariv. L'agence de presse iranienne Fars, proche des gardiens de la révolution, dément ce scénario et affirme que la désignation du nouveau guide suprême pourrait être repoussée à la semaine prochaine, après les funérailles d'Ali Khamenei. Et puis cette question qui apparaît dans plusieurs journaux ce matin, l'Europe est-elle en train d'être entraînée dans cette guerre contre l'Iran ? Et selon le Yediot Ahronot, les tirs de missiles et de drones visant la base aérienne britannique à Chypre ont changé la donne. En effet, le président français, comme vous le savez, Emmanuel Macron, a annoncé l'envoi d'un porte-avions dans la région. La France a également déployé des avions de chasse pour patrouiller autour des installations militaires du Qatar. De son côté, la Grande-Bretagne envisage d'envoyer un navire de guerre à Chypre pour renforcer la protection de sa base militaire. Et la Grèce a déjà dépêché un bâtiment, plusieurs avions de chasse pour sécuriser la zone. C'est ce que nous explique ce matin le Maariv. Cette évolution intervient alors que les pays européens avaient au début du conflit affirmé qu'ils ne participeraient pas directement à la guerre menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran. Il est également question de politique intérieure israélienne ce matin avec cette question. Benyamin Netanyahou pourrait-il décider d'élections anticipées ? Et oui, il est aussi question de politique pendant cette période de guerre et c'est le Israël Hayom qui s'interroge. Selon le journal, une victoire militaire contre l'Iran pourrait renforcer politiquement le camp de Benyamin Netanyahou et des élections organisées rapidement après la fin de la guerre permettraient à la coalition de mettre en avant le succès militaire et de déplacer le débat public loin de la responsabilité du gouvernement, particulièrement dans les événements du 7 octobre. C'est même la ministre Gila Gamliel qui a évoqué une date possible, le 7 juillet 2026. Mais rien n'est encore décidé, d'abord parce que la guerre contre l'Iran est loin d'être terminée. Tant que l'opération militaire se poursuit, une dissolution de la Knesset paraît peu probable. Et on termine cette revue de presse avec une note d'espoir. Oui, il faut bien terminer un peu par note d'espoir, Rudy, avec le Yediot Ahronot et un reportage qui rappelle que la vie continue malgré la guerre. À l'hôpital Shiba, des dizaines de naissances ont lieu chaque jour dans un complexe souterrain protégé. Les salles d'accouchement ont été installées dans le parking du centre médical transformé en espace sécurisé. Depuis le début de la guerre, plusieurs hôpitaux ont dû déplacer leurs services sous terre pour continuer à fonctionner malgré les alertes et les tirs de missiles. Et malgré les sirènes, le bruit de la guerre, les jeunes parents racontent une expérience forte. Une jeune mère confie au journal que le personnel médical a tout fait pour recréer une atmosphère chaleureuse, même dans ce parking transformé en maternité. Pour ses parents, un enfant qui naît aujourd'hui est une forme de réponse à la guerre. Alors Cathy, on va parler aussi de quelque chose de très important, c'est de comment les nouveaux émigrants, les Olim Khadashim, qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps, vivent cette période de guerre. Exactement, c'est important, on pense à eux parce qu'ils sont nombreux à être arrivés en Israël juste avant cette guerre. Et on va en parler avec un Olé Khadash qui s'appelle Frédéric Temstedt, qui est avec nous. Frédéric, bonjour. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, on aimerait savoir depuis combien de temps vous êtes là et comment vous avez passé cette première guerre donc pour vous en Israël. Alors, je suis arrivé le 7 août 2025. L'État d'Israël était encore en guerre. Il n'y avait pas eu le cessez-le-feu à Gaza. Et donc, j'ai eu une ou deux alertes. Trois alertes entre le mois d'août et le mois de septembre 2025, juste avant le cessez-le-feu, parce que les Houthis envoyaient encore des missiles ici. Donc moi j'habite à Baka, j'ai pas de mamad, c'est-à-dire de pièces dédiées à la protection, et donc dans cet immeuble on descend dans ce qu'on appelle un miklat. Un abri collectif avec tous les gens de l'immeuble. Donc là, c'est vrai que c'était un petit peu martien. Pour rien vous cacher, ma première alarme, c'était 6 ou 7 heures du matin. Je savais même pas ce que c'était. Donc je suis resté dans mon lit et j'ai entendu que dans la cage d'escalier, il y avait des bruits de tongs, des enfants qui bougeaient, enfin ça descendait.
Donc la première fois, je suis pas descendu, je savais pas ce qui se passait, j'étais pas informé. Bon, par contre, la deuxième et la troisième fois, je suis descendu avec tout le monde et on m'a bien expliqué, j'ai téléchargé les applis. Et donc, quelque part, je me suis aguerri. Et là, avec ce qui se passe là aujourd'hui, qui est quand même d'une autre dimension, parce que ça tombe même sur Jérusalem. Ouais. Vous avez senti la différence entre ces deux moments-là. C'est pas du tout pareil ce qu'on vit. La différence est extrême. Ça pète au-dessus de la tête. En plus, là, en France, c'est des vacances scolaires. Donc, j'ai mes enfants la moitié des vacances scolaires. Donc, ils sont là, ils peuvent toujours repartir. Bon, je rigole, mais il faut les gérer aussi. Moi, j'avais l'habitude que de me gérer moi-même. Mais là, j'ai ma fille qui dès la première alarme, a eu une forte émotion. Hein. Et puis maintenant, elle aussi, elle s'est aguerrie. Elle s'habille très vite. On descend tous. Finalement, ces consignes et cette sécurité civile. C'est un outil c'est une prise de conscience de première importance pour se protéger. Parce que ça peut tomber à côté. Est-ce que ça aide à supporter justement le rythme incessant de ces alarmes et le stress que ça peut provoquer de savoir qu'il y a des gens qui réfléchissent à notre sécurité? C'est fondamental. Moi, je ne veux pas faire mon petit chauvin de base, mais ici, on tient grâce à Tsahal. Point barre. Il y a des gens qui veillent sur nous avec des armes de protection de niveau extrêmement high-tech. Et voilà, c'est une chance qu'on a. On ne tient, à mon humble avis, face à des gens qui ne nous aiment pas, face à cet tyran qui veut nous dévaster, qui veut nous détruire, on ne peut tenir que comme ça. On ne peut tenir que grâce à ça. Frédéric, quand vous avez imaginé votre alia, vous pensiez à ces situations extrêmes? Vous pensiez que vous alliez vous retrouver peut-être sous le feu des Iraniens ou au cœur d'une guerre? Oui. D'ailleurs, depuis le 7 octobre, moi, je ne suis plus le même. Hein. J'étais sioniste, mais bon petit cabinet libéral en France, avec un certain confort, un grand confort matériel. Mais depuis le 7 octobre et tout ce qui se passait en France, j'ai décidé de faire mon alia. Et depuis le 7 octobre jusqu'à mon alia, c'est-à-dire pendant 2 ans, mon alia en 2025, je fermais mon cabinet de Montpellier une semaine ou 15 jours tous les 3 mois pour aller avec Sarel. Et donc la première mission avec Sarel, on était à Tserim, c'est une base de l'armée de l'air en proximité de Gaza, et donc déjà on avait eu quelques alarmes, on avait eu quelques Asaka, j'étais déjà en contact avec ce bruit de guerre qu'on ne connaît pas du tout en Europe finalement. Et ce qui est admirable en Israël, c'est cette solidarité, tout le monde, ça c'est... On est tous logés à la même enseigne, on se protège, il y a une fraternité, une solidarité à chaque instant. Et ça, c'est super. Que ce soit dans l'immeuble ou dans la macolette, dans le supermarché du coin. Enfin, voilà, c'est... Alors, comme tout le monde, vous êtes contraint de rester près d'une chambre, on va dire, protégée. Qu'est-ce que vous faites de vos journées, puisque tout est fermé? Vous faites quoi? Ça nous intéresse, parce que vous venez d'arriver, donc je ne sais pas si vous travaillez déjà ou pas, mais comment se passe votre temps, en fait? Alors, moi, j'axe mon alia, mon intégration sur 2 choses. C'est l'apprentissage de la langue. Donc l'Ulpan, que j'ai déjà démarré depuis septembre, là j'ai changé d'école, je suis dans un Ulpan plus international où il n'y a aucun Rolé Hadash, parce que c'est fondamental. Moi je ne parle pas du tout l'hébreu, donc il faut que je bosse. Vous faites vos devoirs entre les alertes en fait, en gros, c'est ça? On fait des devoirs, hier on a fait une vidéo, mais bon c'est compliqué, on est une quinzaine en visio. Même le Moré, le prof, il avait du mal. Mais bon, après là, c'est pour Rime. Et on reprendra tous en présentiel quand on pourra. Et moi, en parallèle, j'ai créé une petite auto-entreprise de kinésithérapie. Le métier de kinésithérapeute, qui est le métier de physiothérapeute en Israël, pour lequel je cherche à obtenir
mon équivalence. Et ça, c'est pas simple parce que au niveau des universités, il n'y a pas toutes les compatibilités. Je travaille, j'essaie de développer une patientèle en kinésithérapie, en physiothérapie. Bon, pour l'instant, qu'avec un public français, à cause de la langue. Maintenant, à Jérusalem, il y a beaucoup de Français, Ouais, ça c'est tant mieux. Ah bah oui, il y a beaucoup de Français. Là, après vous, je vais partir voir une dame à domicile parce que je fais des soins à domicile. Parce qu'elle est âgée et qu'elle ne peut pas se déplacer. Ah bah là, avec la et guerre... bon, il y a des bus. Bien sûr, c'est... Ah mais non, mais j'y vais. Vous y allez quand même. Bon, les bus marchent. Les bus marchent, il y a quand même une certaine activité. Hein. Et bon, les soins, la nourriture et les soins sont des activités essentielles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, voilà, je le fais, j'ai le temps, je peux, même si ça met 2 heures, j'y vais. Et voilà. C'est sans regret alors, malgré tout ce qu'on est en train de vivre? Vous ne regrettez pas d'avoir fait votre alia, d'avoir fait le choix de venir vivre ici? Alors, moi, ça fait que 6 mois. Donc, en toute franchise, c'est pas simple. Il faut s'accrocher tous les matins. On n'est pas en France. Hein. Ouais. Il y a pas. J'ai une équivalence de diplôme aussi qui m'ouvrirait les portes pour travailler dans ce qu'on appelle équipatrolim. Et voilà, il y a plein de choses que je n'ai pas pour l'instant. Le chemin est en train de se faire. En tout cas, moi, je vous souhaite bonne chance, vraiment. Merci d'avoir témoigné pour tous ceux qui viennent d'arriver, qui sont peut-être, probablement dans le même état d'esprit que vous. On vous souhaite de vous accrocher quand même. Merci beaucoup. De toute façon, il faut s'accrocher ici. Ok, et bonne chance. Mais bon, on est chez nous. Ah, ça, c'est sûr. On est chez nous, ça, c'est très, très important. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Et Beat Salaham, bonne chance. Toda Rabba.